L'enjeu de la transition énergétique, c'est de passer d'une économie dans laquelle nous vivons actuellement, qui est essentiellement héritière de la révolution industrielle, et donc qui dépend de manière fondamentale de la consommation d'énergie fossile, vers une économie qui en dépende le moins possible. Donc qui dépend le moins possible du pétrole, du gaz et du charbon. Pourquoi est-ce que ceci est un enjeu primordial aujourd'hui? Pour deux raisons. La première, c'est le défi climatique. Les conclusions du dernier rapport du GIEC, du groupe intergouvernemental d'études du climat, dont le rapport a été rendu public au printemps dernier, les conclusions sont catastrophistes. C'est-à-dire que la planète est sur une trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre qui ne nous permettra pas, malgré notre éventuelle bonne volonté, de limiter la hausse de la température à la fin du siècle à plus 2 degrés Celsius. Ce à quoi nos États pourtant se sont engagés. Donc aujourd'hui, le GIEC dit le prochain défi, c'est ne pas faire plus que plus 5 degrés. Et même ça va être difficile. Et donc ça veut dire qu'il faut absolument consommer beaucoup moins d'hydrocarbures fossiles, en particulier beaucoup moins de pétrole qu'aujourd'hui. Ça, c'est le premier défi. Et le second défi, c'est la raréfaction relative des énergies fossiles. Alors, c'est un thème qui est en général moins bien compris que le premier, parce qu'il y a eu beaucoup de confusion dans les années 70 autour de ce qu'on a appelé le pic du pétrole, où un certain nombre de gens ont commencé à dire faites attention, dans 40 ans, il n'y aura plus de pétrole sur la planète. Et puis évidemment, 40 ans après, on s'est rendu compte qu'il y avait encore beaucoup de pétrole. Et encore aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup de pétrole, beaucoup de charbon et beaucoup de gaz. D'ailleurs, si nous déstockons la totalité du carbone qui est actuellement sous terre, sous la forme de pétrole, de charbon ou de gaz, nous achèverons de détruire le climat de la planète. Donc le thème du pic du pétrole, le deuxième enjeu de la transition, n'est pas une manière de dire qu'il n'y aura plus de pétrole demain matin. C'est une façon de comprendre que, même si la taille des réserves est encore gigantesque, la taille du robinet, qui nous permet de sortir du pétrole du sous-sol, elle est finie. Et nous avons atteint en fait le pic du pétrole avec les techniques conventionnelles d'extraction en 2005, au niveau planétaire. Ce qui veut dire que depuis 2005, avec des techniques conventionnelles d'extraction de pétrole, la planète n'arrive pas à extraire plus de, en gros, 90 millions de barils par jour du sous-sol. Donc l'Agence internationale de l'énergie, qui est à Paris, a reconnu en 2010, dans son rapport de 2010, que le pic du pétrole avait été atteint en 2005 au niveau planétaire. Il reste un petit débat sur la question de savoir si les techniques non conventionnelles de fracturation de la roche vont permettre de crever le plafond des 90 millions de barils par jour, mais il y a un certain nombre d'ingénieurs pétroliers qui reconnaissent que vraisemblablement ça ne permettra pas de crever ce plafond durablement dans les années qui viennent. Ce qui veut dire que nous allons avoir un problème de raréfaction du flux d'hydrocarbures à la disposition de nos économies dans les décennies qui viennent. Et c'est la deuxième raison pour laquelle il faut absolument, à mon sens, lancer la transition énergétique dans un pays comme la France, dans un continent comme l'Europe, c'est-à-dire apprendre à passer de cette économie très dépendante vis-à-vis des hydrocarbures fossiles vers une économie qui en dépend moins, ce qui veut dire une économie qui va dépendre d'autres types d'énergie, à savoir, évidemment, les énergies renouvelables et ou le nucléaire. En fait, l'an dernier, à la demande du gouvernement français, il y a eu un comité des experts pour le débat national sur la transition énergétique qui a été constitué, qui s'est réuni et qui a rassemblé environ 70 scientifiques de quasiment toutes les disciplines et 2 économistes, Agnès Benassi-Kéré et moi-même. Et le résultat de ce travail, assez formidable, c'est un énorme rapport qui fait 2000 pages, qui a été rendu au gouvernement, et qui dresse la liste de, disons, une douzaine de feuilles de route possibles pour la transition énergétique en France, qui montre comment on peut s'y prendre si on souhaite le réaliser. En gros, ce qui distingue ces différents scénarios, c'est la nature du mix énergétique, donc la nature, disons, des types d'énergie que nous allons consommer, en gros, vers 2035. Alors, d'un côté, on a des scénarios qui misent tout sur le nucléaire. Donc ça, par exemple, c'est le scénario Négatep. Et à l'autre extrême, on a le scénario Négawatt, qui mise sur la sortie la plus rapide possible du nucléaire, en gros en 2035, avec 20 ans d'investissement massif dans les énergies renouvelables, entre aujourd'hui et 2035, et de la substitution par le gaz au nucléaire et aux énergies renouvelables, tant qu'elles ne sont pas disponibles.
Et puis, on a une dizaine d'autres scénarios intermédiaires qui prennent des positions moins tranchées, à la fois sur le nucléaire et puis quelquefois sur le gaz de schiste. Donc voilà ce qui les distingue. Ensuite, ce qui est commun à cette douzaine de scénarios, c'est tout le volet efficacité énergétique et économie d'énergie. Alors là, quel que soit le scénario choisi, en gros, les étapes sont les mêmes. À savoir, premièrement, la rénovation thermique des bâtiments en France. Pourquoi? Parce que le bâtiment, et quelquefois ça étonne quand on apprend ça, c'est 40% de nos émissions de gaz à effet de serre, et c'est 25% de notre consommation de fuel. Donc en rénovant thermiquement nos bâtiments, on fait d'une pierre deux coups. Évidemment, on pourrait se dire dans un premier temps, pourquoi est-ce qu'on ne rénove pas, pourquoi est-ce qu'on ne se contente pas simplement de durcir les normes pour le neuf, ce qui nous éviterait la tâche assez compliquée de devoir rénover les anciens bâtiments. La réponse est qu'en France, nous avons la chance d'avoir un parc immobilier extrêmement riche, de sorte que le neuf renouvelle très très lentement l'ancien. Donc en gros, le parc immobilier français se renouvelle à la vitesse de 0,3% par an. Ce qui veut dire que si on se contente de durcir les normes pour le neuf, on va attendre très longtemps avant que la totalité du parc immobilier français soit rénové. Et à cause de l'enjeu climatique, qui est urgent, nous ne pouvons pas attendre aussi longtemps. Donc, ça veut dire qu'il faut lancer la rénovation thermique des bâtiments, les neufs, les nouveaux et les anciens, simultanément. La bonne nouvelle, c'est qu'en France, on a le savoir-faire technique pour le faire. J'ai participé moi-même, enfin j'ai dirigé un consortium d'études pour la rénovation thermique des bâtiments publics, qui va rendre ses conclusions dans les jours qui viennent auprès du gouvernement. La Caisse des dépôts a fait un travail analogue pour la rénovation thermique du résidentiel privé. Et en gros, la conclusion globale, c'est qu'on sait le faire techniquement, qu'on peut trouver des financements pour le faire et que c'est rentable à long terme. Que donc, en gros, il ne manque que la volonté politique pour lancer ce grand projet qui a toutes les chances d'être extraordinairement créateur d'emplois et qui sera une manière aussi de lancer la transition énergétique en France.